Une année dans la vie d'un légionnaire romain. Nous sommes en l'an 101 après Jésus-Christ. L'Empire romain est à son apogée. Sur le trône siège Trajan, que le Sénat a proclamé Optimus Princeps, le meilleur des princes. Né en Espagne, soldat jusqu'aux os, il commande ses légions en personne, partage leurs nuits de camp, mange leur nourriture. Et cette année, il a décidé de mener la plus grande guerre de son règne, la conquête de la Dacie. La Dacie est un royaume puissant au nord du Danube, dans ce que nous appellerions aujourd'hui la Roumanie. C'est un pays de montagnes couvertes, de forêts épaisses, de défilés escarpés, de forteresses de pierre perchées sur les hauteurs des Carpates. Les Daces ne sont pas des barbares sans organisation. Ils ont des villes, une aristocratie guerrière et beaucoup d'or. Leur roi s'appelle Décébal, stratège redoutable qui a déjà infligé à Rome plusieurs humiliations cinglantes. Sous Domitien, les légions romaines avaient même subi de sérieuses défaites face à ses armées. Et Rome avait dû signer une paix honteuse en versant un tribut annuel à la Dacie. Trajan a décidé d'en finir. C'est dans ce monde-là que vit Lucius Valerius Rufus. Lucius a 30 ans. Il est né à Brixia, l'actuelle Brescia, en Italie du Nord. Son père était artisan potier, sa mère fille d'un vétéran de la Légion. Il s'est engagé à 18 ans en l'an 89 sous Domitien. Il sert depuis 12 ans. Ce n'est plus le jeune homme de Brixia. Ses mains portent les callosités du glaive et de la pelle. Son regard a cette réserve tranquille que donnent les années de discipline et les expériences que l'on ne raconte pas toujours. Lucius est signifère, porte-enseigne de sa centurie et responsable de sa caisse. C'est un grade de sous-officier obtenu 2 ans plus tôt qui lui vaut une solde augmentée, le respect de ses camarades et la lourde responsabilité de l'enseigne sacrée qu'il porte au combat. Il sert dans la première légion Minervia, légion d'élite placée sous la protection de Minerve, stationnée à Castra Vetera sur le Rhin inférieur. Il y est arrivé il y a 4 ans, après des années, en Mésie et en Pannonie. Et cette année 101, la légion part en Dacie, mais d'abord l'hiver. En janvier, la campagne dacique n'est encore qu'une rumeur persistante. Lucius vit sa vie de garnison à Castra Vetera, ce grand camp en pierre qui peut accueillir jusqu'à 6000 hommes, bâti selon le plan standardisé de toutes les casernes romaines. Une enceinte rectangulaire, 2 grandes rues perpendiculaires, des baraques, des bains, une infirmerie, des greniers, des ateliers. Le camp est un monde en soi, ordonné et prévisible, à 1000 lieues de la maison de Brixia où l'attend Valeria Prisca, sa femme. Lucius dort avec 7 camarades dans un contubernium, une chambre de 5 mètres carrés, lit superposé, coffre personnel, odeur de sueur et de cuir. En hiver, la chaleur des corps entassés est la principale source de chauffage. Son premier geste, chaque matin, est de vérifier l'enseigne de la centurie rangée dans la pièce d'entrée. La perdre au combat serait une honte indélébile pour lui, sa centurie, sa légion entière. La journée est découpée par les sonneries du cornu. Les Romains divisent le jour en 12 heures de durée variable, plus longues en été, plus courtes en hiver, et la nuit en 4 veilles de 3 heures chacune. Réveil à l'aube, appel sous la direction du centurion, exercice malgré le froid. Végès l'a écrit et Lucius y croit profondément. L'entraînement ne s'interrompt jamais, même par mauvais temps. Il pousse ses camarades à s'exercer, à manœuvrer, à entretenir leurs conditions physiques, même quand la neige tombe sur les toits de Castra Vetera. Puis viennent les corvées, les travaux d'entretien, réparer une section de l'enceinte, décharger des provisions au grenier, travailler aux forges. Et pour Lucius, ses obligations de signifer, tenir les comptes de la centurie,
enregistrer les versements de soldes, gérer les cotisations au fonds funéraire, rédiger des reçus. Un travail administratif minutieux qui demande de savoir lire, écrire et compter. Des compétences qui ne sont pas données à tous les soldats et qui font du signifé un homme indispensable à la vie quotidienne de la centurie. Le soir, la baraque s'anime. On joue aux dés avec modération, officiellement découragé, universellement pratiqué. On parle. Lucius lit aussi, à la lumière d'une lampe à huile, quand ses camarades jouent ou dorment. Son père avait tenu à ce que ses enfants sachent lire et compter, et Lucius lui en est reconnaissant chaque jour. Il recopie parfois des passages de textes prêtés par des camarades plus cultivés. Des extraits de Virgile peut-être, ou des lettres recopiées de quelqu'un qui les avait reçues de chez lui. Lucius, avec ses 12 ans de service, est l'un des vétérans de l'unité. Les jeunes soldats l'écoutent raconter ses campagnes en Pannonie et en Mésie, les plaines infinies du Danube en hiver, les nomades qui surgissaient des steppes, les fortins perdus dans la boue, où l'on passait des semaines sans voir un officier supérieur. Ces récits tiennent chaud autant que le feu, et tout le monde sait qu'au printemps, il y aura de nouvelles histoires à raconter. La Dacie approche. Ces 4 années sur le Rhin ont façonné le quotidien de Lucius. Le Rhin n'est pas une frontière de paix, c'est une zone de tension permanente face aux tribus germaniques, chérusques, chattes, frisons, qui n'ont jamais été soumises. Lucius a patrouillé le fleuve en embarcation et à pied, escorté des convois le long du Lim, participé à 2 expéditions punitives en forêt germanique pour répondre à des raids. Ces expéditions ne ressemblent pas aux grandes batailles. On avance dans une forêt où l'ennemi connaît chaque arbre, on brûle des villages, on rentre. Ce n'est pas glorieux, mais c'est le quotidien du soldat frontalier. C'est aussi sur le Rhin qu'il a été promu signifère et que par une lettre reçue par un matin de pluie, il a appris qu'il allait être père. Il faut parler de Valeria Prisca parce qu'elle est présente dans la vie de Lucius d'une façon que la distance ne peut pas effacer. Il l'a épousée à 17 ans, la veille de son engagement. Elle avait 16 ans, fille d'un artisan voisin de son père à Brixia. Après 12 ans de séparation presque totale, il a pour elle quelque chose de plus durable que l'amour de jeunesse. Une fidélité profonde, un besoin, une habitude de l'âme. Leur mariage n'a pas de statut légal. L'armée interdit aux légionnaires le mariage officiel pendant leur service. Ce n'est qu'à la libération avec les tablettes de bronze du diplôme militaire que tout sera reconnu. Lucius le sait, Valeria le sait, ils vivent avec. La première permission de Lucius remonte à 5 ans, accordée par son centurion après plusieurs années de service irréprochable en Mésie. 30 jours pour traverser toute l'Europe romaine, retrouver Valeria, vieillie de 7 ans, embrasser sa mère, revoir les rues de son enfance et repartir. Ce retour lui a laissé un souvenir d'une douceur presque insupportable. La maison, les odeurs, la lumière de Brixia si différente de celle du Rhin. La seconde permission remonte à 2 ans, 20 jours seulement, lors d'une réorganisation des effectifs sur le front danubien. C'est lors de ce retour que Valeria est tombée enceinte. Lucius est reparti avant de le savoir. Il a appris la nouvelle par lettre, 4 mois plus tard, par un matin de pluie au camp. Il a relu la lettre 3 fois dans la pièce des archives, seul, avant d'aller reprendre son travail. L'enfant a maintenant 1 an. Lucius ne connaît son visage que par les descriptions de sa femme. Il écrit à Valeria plusieurs fois par an. Ses lettres mettent des semaines à arriver, parfois davantage. Les réponses lui parviennent décalées, comme un écho d'un autre monde. Il lui demande si la maison ne prend pas l'eau, si sa mère va bien, si les voisins potiers de la rue n'ont pas augmenté leur prix.
des détails ordinaires, mais précieux, des preuves que cette vie existe encore là-bas et qu'elle l'attend. Ces jours-là, Lucius lit et relit la lettre jusqu'à la connaître par cœur. Dans 13 ans, en l'an 114, il aura ses 25 ans de service. Il sera libéré avec la missio honesta, la libération honorable. Il recevra ses tablettes de bronze attestant de son service, de son grade, de son unité et les privilèges associés, la légalisation officielle de son mariage avec Valéria, la reconnaissance de leur enfant et la prime de libération, 3000 deniers, soit l'équivalent de 13 années de solde net. Ajouté à ses économies, cela lui permettra de s'établir correctement à Brixia. Cette date est son horizon. Il la compte en années, en saisons, parfois en jours. Parlons d'argent, car la question de la rémunération est centrale dans la vie du légionnaire. Sous Trajan, un simple légionnaire perçoit environ 300 deniers par an. En tant que signifeur, Lucius touche une solde et demi, soit environ 450 deniers. Sur ce montant sont prélevés le coût de la nourriture, de l'équipement et de son entretien, les contributions au fonds funéraire et parfois des contributions aux fêtes collectives. La solde est versée en 3 fois par an, en janvier, en mai et en septembre. Ces jours de paye sont festifs au camp. Certains remboursent des dettes auprès de camarades plus fortunés, d'autres courent aux tavernes de la ville voisine. Lucius, lui, dépose sa part chez un banquier de la ville civile, une pratique courante chez les sous-officiers soucieux de l'avenir. Après 12 ans d'économie, auxquels il espère ajouter sa part du butin dacique, il devrait disposer à sa libération d'un capital suffisant pour acheter un atelier ou une parcelle de terre à Brixia. Chaque denier mis de côté est une pierre de plus sur le pont qui le ramène vers Valeria Prisca. Mars arrive, et avec lui la certitude que la campagne dacique est imminente. Le 1er mars, les Feriae Martyrs rassemblent la Légion en grande parade, enseignes décorées de couronnes de fleurs, sacrifices au dieu de la guerre, défilés en armes devant le légat. Lucius porte l'enseigne de sa centurie avec une solennité particulière. 12 ans de parade, et pourtant quelque chose dans ce Mars-là l'émeut différemment. Peut-être parce que le dieu de la guerre, cette année, semble plus présent que d'habitude. L'entraînement reprend à pleine intensité. Les centurions, armés de leurs bâtons de vigne, l'insigne de leur grade, poussent leurs hommes sans ménagement. Un légionnaire doit pouvoir parcourir 30 km en une journée avec 25 kg sur le dos. Le pilum, le glaive, le bouclier, l'armure, le casque, les outils de terrassement, les provisions de plusieurs jours et les affaires personnelles. Il doit manier le glaive avec précision, non pour frapper fort, mais pour frapper juste en estocade au ventre ou à la gorge, dans les parties non protégées de l'ennemi. La doctrine militaire romaine privilégie l'estocade sur le coup de taille. Il doit manœuvrer en formation collective en tortue, la testudo, en ligne serrée, sans jamais perdre le contact avec son voisin. Lucius, en tant que porte-enseigne, joue un rôle crucial dans ces manœuvres. C'est en suivant l'enseigne que les soldats savent où aller dans le chaos. Il connaît tout cela par cœur. Il veille surtout à ce que les plus jeunes, ceux qui n'ont jamais vu la guerre, soient réellement prêts à ce qui vient. L'ordre de marche arrive en mai. Une partie de la première Minervia rejoint le dispositif dacique. Trajan attaque sur plusieurs axes simultanément. Les légions du Danube convergent vers la Dacie depuis différentes directions pour disperser les forces de Décébal. Le camp de Castravetera s'anime d'une fièvre reconnaissable. Les hommes rient un peu trop fort et dorment un peu moins bien que d'habitude. C'est l'excitation mêlée d'inquiétude de toutes les mobilisations. Lucius s'assure que les comptes de la centurie sont en ordre avant le départ. Qui a des dettes,
qui n'a pas versé sa cotisation funéraire, qui n'a pas encore déposé ses économies à la caisse. Puis il prépare son propre équipement, armure nettoyée et graissée, glaive affûtée, bouclier vérifié. Il consacre 1 heure entière à polir l'enseigne, à vérifier chaque attache, chaque ornement. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est du soin apporté à une responsabilité sacrée. La veille du départ, les sacrifices sont offerts aux dieux et le légat harangue les troupes dans la cour centrale du camp. Les mots résonnent contre les murs de pierre. Le lendemain matin, la Légion sort par les grandes portes en direction du sud. La Légion en marche est un spectacle impressionnant. Elle s'étire sur plusieurs kilomètres, précédée par des éclaireurs à cheval et flanquée de détachements de protection. Du Rhin au Danube, puis vers le nord dans les Carpates, c'est plusieurs semaines de route. Les paysages changent progressivement. Les plaines rhénanes cèdent la place aux forêts denses de Germanie et de Rhétie, puis aux vastes plaines pannoniennes, et enfin aux courbes du Grand Danube. Lucius marche dans la partie centrale de sa centurie, portant l'enseigne bien droite, visible de loin par les hommes derrière lui. Chaque soir, quel que soit l'état de fatigue des hommes, le camp de nuit est établi avec la même rigueur absolue. Fossés, remparts de terre surmontés d'une palissade, rues tracées au cordeau, postes de garde. En 2 à 3 heures, plusieurs milliers d'hommes érigent une forteresse éphémère mais solide. Lucius coordonne sa section avec la précision d'un homme qui a fait la même chose des centaines de fois. C'est après ces heures de construction, une fois les feux allumés et la nourriture prête, que vient enfin le moment du repos. Et des pensées qui reviennent toujours vers Brixia. Pendant ces soirées de marche, Lucius pense à son enfant qu'il n'a jamais vu. Il calcule, si la campagne dure 1 an, l'enfant aura 2 ans à son retour. Si elle dure 2 ans, ce que personne n'espère mais tout le monde envisage, 2 ans et demi. Chaque année d'absence est une année de la vie de cet enfant qu'il ne verra pas grandir. C'est le calcul que font tous les soldats pères, en silence, pendant les marches. Personne n'en parle, tout le monde y pense. Et Lucius, les yeux fixés sur les braises du feu de camp, se dit que dans 13 ans, il rattrapera tout ça. Il ne sait pas encore si c'est vrai. Mais cette promesse qu'il se fait à lui-même est nécessaire pour continuer. La première grande bataille a lieu à l'été 101, dans un lieu que les Romains appellent Tapae. Pour comprendre son importance, il faut imaginer la géographie dacique. Pour entrer dans le cœur du royaume depuis le Danube, les légions doivent franchir les Carpates par des défilés naturels étroits, ces passages où les montagnes se resserrent, où les rivières creusent des gorges, où une armée est forcée de marcher en colonne vulnérable. Tapae se trouve à l'entrée de l'un de ces passages, dans le sud-ouest de l'actuelle Roumanie. C'est le verrou naturel vers le plateau intérieur et la capitale dacique, Sarmizegetusa. Décébal a choisi de faire barrage là, sur ce terrain qui avantage le défenseur, dans ces collines boisées où la cavalerie romaine ne peut pas se déployer. Les guerriers daces sont redoutables. Ils sont armés notamment de la falx, une grande faux recourbée capable de trancher un bras d'un seul coup ou de crocheter par-dessus un bouclier romain pour frapper la tête ou l'épaule du soldat qui se protège derrière. Une arme conçue spécifiquement pour contourner l'équipement légionnaire. Des renforts de métal avaient été ajoutés aux casques et aux brassards de certains soldats avant le départ. La veille de Tapae, Lucius vérifie l'enseigne pour la 10e fois. Le matin du combat, les sacrifices sont offerts, les présages communiqués aux officiers. Puis Trajan lui-même harangue les troupes sur son cheval B, parcourant les lignes visibles de tous, pas un grand discours rhétorique. Des mots simples, d'un homme à des hommes. Lucius l'entend de loin, voit sa silhouette
entend le grondement de réponse des légions. Quelque chose se durcit dans sa poitrine, entre la peur et la fierté, sans nom précis. La légion s'avance en formation serrée. À 30 mètres de l'ennemi, les légionnaires lancent leurs pilas, les javelots lourds, dont la pointe en fer s'enfonce dans le bouclier adverse et se tord, le rendant inutilisable. L'ennemi désorganisé reçoit alors la charge, glaive au poing. Lucius tient l'enseigne bien haute, visible de tous ces hommes dans le chaos. C'est son rôle, non pas se battre en première ligne, mais guider, signaler où la centurie doit aller, quand avancer, quand tenir. À Tapae, une falx dacique passe par-dessus son bouclier, exactement comme les rapports le décrivaient. La lame trace une entaille profonde, du coude au poignet sur son bras gauche. Le médecin de la Légion la referme avec des points de suture en crin, applique un cataplasme de vinaigre et d'huile, bande solidement. La médecine militaire romaine est l'une des plus sophistiquées de l'Antiquité. Ces chirurgiens pratiquent l'amputation, l'extraction de flèches, la réduction de fractures avec une dextérité impressionnante. Lucius reprend sa place dans la ligne 2 heures plus tard. La douleur est réelle, il l'intègre, ce n'est pas le moment d'avoir mal. Il portera cette cicatrice, une ligne blanche du coude au poignet, pour le reste de sa vie. Quand il rentrera à Brixia dans 13 ans, elle sera là. Valeria la touchera peut-être du bout des doigts sans rien dire. Tapae est une victoire romaine, mais chèrement acquise. Plusieurs soldats de la centurie de Lucius y laissent la vie, dont un homme du Rhin qu'il connaissait depuis son arrivée à Castra Vetera, père de 3 enfants, qui lui avait confié ses économies la veille de la bataille. Lucius fera le nécessaire. C'est aussi ce que signifie être signifère, gérer les comptes des morts. Après Tapae, l'armée de Trajane pousse vers le nord, vers les forteresses daciques. C'est un pays difficile, forêt dense, pistes boueuses, ravitaillement compliqué. La Légion avance lentement, méthodiquement, construisant des routes au fur et à mesure. À la fin de l'été, les opérations marquent une pause. L'hiver des Carpates approche, Décébal résiste toujours. Trajan décide de consolider les positions et d'attendre le printemps. La première Minervia hiverne sur le Danube. Les Saturnales, du 17 au 23 décembre, sont le moment de l'année que Lucius apprécie le plus, même dans un camp d'hiver sur le Danube. Pendant une semaine, la discipline s'assouplit. On mange mieux, on boit plus, on joue au dé. Les officiers servent à table les soldats. Le grand renversement symbolique de la fête. Lucius dépose son rôle de sous-officier comme on dépose un manteau. Il mange, rit, raconte des histoires. C'est la semaine de l'année où il se sent le plus humain. Et aussi celle où il pense le plus à Brixia, à Valeria, à l'enfant, à la maison dans la rue des Potiers, à tout ce qu'il ne vit pas. La mort est une réalité omniprésente dans la vie du légionnaire. Lucius a perdu assez de camarades pour ne plus avoir d'illusions. Il gère le fonds funéraire de sa centurie, une cotisation mensuelle de chaque soldat qui garantit des funérailles décentes à celui qui tombe. Il a participé à des funérailles militaires plus souvent qu'il ne peut les compter. En campagne, les rites sont plus sommaires qu'au camp permanent. On brûle les corps, on récite les formules, on verse le vin rituel sur les cendres. Mais l'essentiel est accompli. Les morts sont honorés. Lucius sait que quand son heure viendra, quelqu'un en fera autant pour lui. Cette certitude-là, dans la vie de soldat, vaut de l'or. Lucius est un homme de la première Minervia, autant qu'un homme de Brixia. Ces deux identités coexistent, se nourrissent mutuellement. La Légion a son histoire, ses traditions, ses victoires passées. Le simple fait d'appartenir à une unité d'élite
comme la première Minervia, confèrent une fierté collective que les années de garnison ne font que renforcer. À l'intérieur de la Légion, l'identité du contubernium est encore plus immédiate. Les 7 hommes qui partagent sa baraque sont sa famille de fait. Un Gaulois de Lugdunum, un Espagnol de Corduba, un fils de vétéran du Rhin qui n'a jamais quitté sa région, et d'autres encore, ramassés aux 4 coins de l'Empire par les besoins de l'armée. On mange ensemble, on dort ensemble, on marche ensemble, on combat ensemble. La campagne d'Assic a resserré ses liens au-delà de ce que 4 années de garnison avaient déjà fait. On ne regarde plus ses camarades de la même façon après avoir tenu une ligne ensemble à Tapae. Cette année 101 est une année charnière pour Lucius Valerius Rufus, sa première grande bataille rangée, sa première blessure sérieuse, sa première décoration, et pour la première fois, la gestion des comptes d'une centurie en campagne, ce qui signifie recenser les morts, transmettre leurs économies à leurs familles, noter les noms sur les registres, avec cette précision froide et nécessaire que demande le rôle de signifier même dans la douleur. Ces expériences-là ne s'effacent pas, elles s'accumulent, couche par couche, et font un homme très différent de celui qui s'était engagé à 18 ans à Brixia avec des rêves d'aventure et la vague image de son grand-père maternel en légionnaire. L'Empire romain sous Trajan est au sommet de sa puissance. Les routes courent de l'Écosse à la Mésopotamie. Les légions tiennent des milliers de kilomètres de frontières. Les aqueducs alimentent les villes. Les amphithéâtres distraient les foules. Les marchés échangent les marchandises de 3 continents. C'est un monde d'une ampleur que ses contemporains mesurent à peine. Et au cœur de ce monde, des hommes comme Lucius, des milliers, des dizaines de milliers de Lucius, marchent, construisent, patrouillent, combattent et attendent. Sans eux, rien de tout cela ne tiendrait. Ils le savent, ou du moins, ils le sentent certains soirs, quand l'enseigne de la centurie brille à la lumière d'un feu de camp, quelque part entre le Rhin et les Carpates. S'il fallait demander à Lucius si ça valait la peine, ce qu'on ne lui demande jamais, il répondrait probablement oui. Pas parce que l'armée lui a tout donné, elle lui a aussi pris beaucoup, mais parce qu'elle a fait de lui ce qu'il est, un homme capable de marcher 30 kilomètres avec 25 kilos sur le dos, de tenir une enseigne sous les falques d'Assic avec une entaille au bras, d'attendre 13 ans pour retrouver sa femme et l'enfant qu'il n'a jamais vu. Il n'est pas sûr que c'est ce qu'il aurait choisi s'il avait su à 18 ans ce que ça représentait. Mais en ce soir d'hiver d'Assic, c'est ce qu'il est, et il ne peut pas le regretter entièrement. Dans 13 ans, Lucius prendra la route vers le sud. Il traversera les Alpes, reconnaîtra au loin les collines autour de Brixia et arrivera devant une porte qu'il a frappée 2 fois en 12 ans. Il frappera une 3e fois. Cette fois-ci, il ne repartira plus. Quelqu'un ouvrira. Et Lucius, signifère de la première légion Minervia, soldat de l'empereur Trajan, survivant de Tapae, rentrera enfin chez lui pour de bon. Ici repose Lucius Valerius Rufus, de Brixia, signifère de la première légion Minervia, ayant servi 25 ans sous les enseignes. Il vécut 61 ans. Valeria Prisca, son épouse, a fait ériger ce monument.